c'est la première crise internationale importante à laquelle l'administration Obama est confrontée. Elle n'a jamais vu une crise de ce type-là. Elle a hérité de l'Irak et de l'Afghanistan, mais gérer une crise de ce type, pour elle, est une nouveauté. Donc ils font leurs premières armes en traitant cette question, avec les quelques obsessions que sont le scénario iranien, bien sûr, et puis, quelque part en Europe, le scénario de cauchemar, c'est l'Algérie. Aux États-Unis, c'est surtout l'Iran. Voilà. Alors, sachant où se trouve l'Iran aujourd'hui, on fait de tout ça une espèce de magma effrayant, et on se dit que le soutien à la démocratie est une belle chose, mais que les risques de dérive sont trop importants. Et je crois qu'aux États-Unis, on en est exactement là. Tout le monde a des intérêts avec le pouvoir égyptien. Tout le monde, l'Europe aussi, beaucoup, a des intérêts. Donc, si vous voulez, si ce sont des éléments qui vont peser dans la décision ou dans l'attitude à prendre vis-à-vis du mouvement, à mon avis, ce n'est pas fondamental. À mon avis, ce n'est pas ça qui est très important. Les intérêts, dans le cas de la Tunisie, ont pu freiner le soutien, d'accord. Les intérêts, dans le cas de l'Égypte, passent après les enjeux stratégiques. Et je crois qu'il faut vraiment serrer les priorités. L'enjeu stratégique, c'est l'enjeu numéro 1 dans le cas de l'Égypte. Le grand problème, évidemment, avec Camp David, ce n'est pas Camp David ou pas Camp David, puisque Camp David, on va le garder, on va le préserver. On l'a signé, l'Égypte honorera ses engagements. C'est mon sentiment, quelle que soit l'équipe au pouvoir et quelle que soit l'opinion publique. Les intérêts nationaux de l'Égypte aujourd'hui, depuis 30 et quelques années, sont liés organiquement à ce traité de paix. On ne va pas aller chercher des aides financières auprès de l'Iran après-demain ou auprès d'autres pays pour compenser l'aide américaine. Et on ne va pas se mettre en position d'état de guerre avec Israël. Il n'en est pas question pour l'Égypte. L'Égypte est vraiment liée organiquement à ce choix stratégique qu'elle a fait en 1979. En revanche, ce qui va être remis en cause peut-être, c'est une politique vis-à-vis de Gaza, le siège de la bande de Gaza, la relation avec le Hamas. Est-ce que le gouvernement va enfin normaliser les relations avec le Hamas et non plus combattre le Hamas et contribuer au siège et à l'isolement et l'écrasement de la bande de Gaza depuis plusieurs années? C'est cela qu'on reproche au régime de Moubarak. Je pense que ceci va changer. Oui. Alors ce n'est pas Camp David qui est menacé, mais c'est bien ce type de connivence que les Égyptiens désavouent complètement ou dénoncent, et probablement, dans le cas des Palestiniens, s'il y a si la Palestine devait être traitée par un gouvernement démocratique en Égypte demain, le traitement serait certainement très différent. Je pense qu'il serait différent au sens où non pas plus militant, non pas plus agressif, mais certainement plus actif dans le soutien aux Palestiniens pour qu'ils puissent obtenir le minimum de revendications qu'ils demandent, c'est-à-dire un accord de paix sur les frontières de 1967. Mais je vous avoue que je vois l'Égypte plutôt s'occuper de ses affaires intérieures pendant quelque temps, avant de développer une politique étrangère à la turque, comme beaucoup d'Arabes souhaiteraient la voir faire. Dans la rue, les frères musulmans sont très présents, la capacité de mobilisation sera forte, mais ce serait, si vous voulez, le scénario d'affaiblissement du mouvement civique si on voit vraiment les frères musulmans prendre le dessus. Et comme eux-mêmes font de l'auto-restriction, on peut compter sur leur... et c'est un choix stratégique, ce n'est pas parce qu'ils ont peur de ne pas avoir de présence. Ils sont d'abord débordés par le mouvement jeune, et deuxièmement, ne veulent pas effrayer. Et ils sont dans une posture de négociation avec le pouvoir. C'est pourquoi, quand on parle aujourd'hui de préserver le système politique tel qu'il est, on parle d'une ouverture du système politique aux forces politiques traditionnelles, autrement dit les partis politiques existants, vieux, déshydratés que l'on connaît, et en y ajoutant les frères musulmans. Le jour où on ajoutera les frères musulmans, on donnera l'impression qu'on a véritablement ouvert le système politique à plus de pluralisme. Mais on n'est pas encore en démocratie, et le pluralisme d'un système comme celui-là, c'est une façon de reproduire le système ou de lui reconstruire une nouvelle légitimité. Souvenez-vous de l'Algérie.
en Algérie, le pouvoir était disposé à faire entrer les islamistes pourvu qu'ils conservent l'appareil et les fondements et le système tout entier. Il y a, à mon sens, une grande bataille en Égypte aujourd'hui qui n'est plus la question de Moubarak va-t-il rester ou va-t-il partir. À mon sens, il est à peu près parti. Et ce n'est pas lui qui va jouer le rôle décisif dans l'ouverture ou la non-ouverture, ou bien le rôle fondamental dans le démantèlement ou le non-démantèlement. C'est avec les acteurs actuels qui ont été nommés qu'on peut imaginer que le blocage, c'est avec cela, si vous voulez, que c'est de là que peut venir plutôt le blocage. Ces personnalités-là sont les garantes de cette fonction stratégique majeure de l'Égypte, situation que ne connaît pas la Tunisie, d'où la plus grande facilité pour aller vers un vrai démantèlement du système.